Bonsoir à vous et bienvenue à cette soirée consacrée à l'école et aux familles. Télévision du Monde est heureuse de la collaboration qui la lie à la 3 de la RTBF, où nous sommes diffusés ce soir, et à la collaboration également de Canal C, la télévision namuroise, qui met à notre disposition son grand studio. Télévision du Monde, c'est une télévision ouverte aux citoyens et au monde associatif qui bouge et qui trouve des réponses, si modestes soient-elles, aux défis du XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est donc avec les acteurs de l'école que nous évoquerons un milieu qui peut être, et oui, enthousiasmant. Nous évoquerons les convergences d'idées pour que l'école se vive bien. Pas de débat sanglant, donc, où les idées noires s'affrontent aux idées blanches et où, souvent, le téléspectateur en sort tout gris. C'est la volonté de Jean Donnet, il y a quelque temps. Jean Donnet est initiateur de ce projet École et Famille. C'était une nécessité pour vous de parler de l'école autrement ? Je pense que dans les médias, quand on parle de l'école et des enseignants, on ne dit pas toujours des choses très positives. Il était temps, je pense, de donner la parole aux gens de terrain. Télévision du Monde donne la parole aux citoyens, n'est-ce pas? Généralement ceux qui ne l'ont pas, cette parole. Et je pense que c'était important que ces gens-là de terrain puissent dire ce qu'est leur quotidien. Et que, quelque part, les parents, les futurs jeunes enseignants, éventuellement ceux qui sont en réto et qui veulent choisir un métier, se rendent compte que ce métier, comme vous l'avez dit, est un métier enthousiasmant et qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent au quotidien. Donc ce ne sont pas des choses qui se produisent comme ça une fois de temps en temps, mais c'est au quotidien que ces gens travaillent. Moi-même, j'étais enseignant pendant 40 ans, je sais un petit peu de quoi je parle aussi, mais c'est surtout les gens qui actuellement sont dans les écoles à qui il fallait donner la parole. Et pour préparer ces débats, ces reportages de terrain, vous vous êtes entouré de personnalités, vous avez formé un comité d'accompagnement. Vous avez invité par exemple Willem Miller à nous rejoindre. Alors Willem Miller, quelle a été votre motivation à vous de rejoindre ce comité d'accompagnement ? Comme enseignant que j'ai été pendant 40 ans et responsable syndical pendant 30 autres, j'ai toujours pensé que si on voulait que nos concitoyens s'intéressent à l'école dont on dit qu'elle est l'affaire de tous, il fallait aussi que l'école s'intéresse à tous. C'est-à-dire non seulement à ses concitoyens un peu théoriques, mais à ces vrais concitoyens qui sont dans les écoles, qui sont les parents, qui sont les élèves et surtout bien sûr les grands élèves, et également aux enseignants qu'on perçoit trop souvent comme des techniciens de qualité peut-être, parfois des missionnaires de la pédagogie, mais dont on se demande s'ils comprennent bien que la terminologie scolaire, aujourd'hui, est une terminologie en porte-à-faux. La communauté éducative, les acteurs de l'école, le conseil de participation sont des formules tellement répandues qu'il suffirait avec un peu de bonne volonté de croire qu'elles sont incarnées dans la réalité. Nous verrons que ce n'est pas le cas. Et c'est dommage si ce n'est pas le cas. Parce que l'école ne peut pas se plaindre à la fois d'être seule et ne pas faire tout son possible pour que les partenaires de qualité s'associent à l'œuvre commune. Avec nous également Jacques Lisenborg. Jacques, on vous dit philosophe. Pourquoi un philosophe doit-il intégrer ce comité d'accompagnement ? Par amour de l'école, par amour surtout des jeunes et par passion pour l'enseignement. Alors ce qui m'a passionné dans le projet de Télévision du Monde, c'est cette approche positive du monde de l'enseignement, c'est de donner la parole à ceux qui l'ont peu. Je pense que quand on parle d'enseignement, on entend généralement des ministres. Pourquoi des ministres? Un seul ou une seule suffirait. Des syndicalistes, parfois des responsables d'associations de parents. On entend très peu les acteurs de terrain. Et donc, c'était une des premières raisons de rejoindre le projet. La seconde, c'est que le thème, c'est école et famille. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas parler école sans parler famille, et famille au pluriel. Ce qui est aussi dans le projet de Télévision du Monde une originalité, c'est qu'on ne réduit pas les familles à une espèce d'ensemble monolithique, mais on le verra
dans les différents reportages et dans les différents panels, les familles sont multiples et les cultures des familles sont multiples. Voilà donc toute une série de raisons qui me paraissaient intéressantes parce que ces modules, ces capsules sont vraiment nouvelles. Merci Jacques Lisenborg, également avec nous. Alors Philippe Soutemans, vous êtes formateur d'enseignants. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce comité d'accompagnement ? Moi, ce qui m'a toujours frappé, en tout cas, c'est que dans ce métier, j'apprenais autant, finalement, aux personnes que je formais, que ce soit en formation initiale ou formation continue, qu'elles-mêmes m'apprenaient. Et je trouve que ce rendu-là, je crois qu'il était temps, à un moment donné, de pouvoir l'exposer et le partager. Et donc, ce qu'on a pu rencontrer, ce qu'on a pu construire avec des enseignants tout au long d'un processus, ou de jeunes enseignants qui sont en formation, je crois que c'est important finalement d'en donner une vitrine. Et donc, une vitrine pour moi qui est importante aujourd'hui, à l'instar de ce qui vient d'être dit, c'est de redonner une identité fière aux enseignants, de montrer qu'ils font un métier formidable et que ce métier formidable, il faudrait davantage le faire savoir. Eh bien, nous allons tenter d'y collaborer, c'est important. Avec nous également Thibaut Fontenoy. Thibaut Fontenoy a travaillé avec ses membres du comité d'accompagnement. Thibaut Fontenoy, c'est l'homme de terrain, l'homme qui est descendu avec ses copains caméramans, preneurs de son, et qui a monté les films par la suite. Un vrai dialogue s'est instauré, mais comment se sont passés ces tournages sur le terrain ? Cette soirée, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est l'aboutissement de 7 émissions de 10 minutes qu'on a mis en place, qui abordent à droite à gauche les différents thèmes qui touchent l'école et les gens qui vivent l'école au jour d'aujourd'hui. Alors moi, la différence peut-être par rapport à mes collègues, c'est que l'école, je l'ai quittée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était une première surprise de revenir dans ce milieu-là et de découvrir en fait plein de choses que j'avais jamais vécues et que j'avais jamais imaginé. Et pourtant, j'étais dans une école, on peut dire, très, très cotée, etc. Et en fait, je me rends compte que c'était quand même assez pauvre et que j'ai découvert plein de choses très positives de ce côté-là. Donc, on a interrogé pas moins d'une quarantaine de personnes, l'air de rien, dans une dizaine d'écoles différentes. Donc, ouais, on a quand même vu du pays. En tout cas, on a essayé. Un bon accueil dans ces établissements ? Mais au début, je crois qu'il y avait un peu cette crainte, je crois, qui est due malheureusement peut-être aux médias. C'est-à-dire que quand on parle de l'école, c'est une brique dans un pare-brise ou c'est une chaise qui a traversé la classe. Donc je crois qu'il y a eu une crainte un peu au début. On se demandait, voilà, il y a un journaliste, le fameux journaliste qui vient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous ? Et ce que j'ai essayé de faire, et ce qu'on a essayé de faire, parce que j'étais pas tout seul, c'est de discuter avec eux et d'essayer de comprendre ce qu'ils vivaient, parce que j'ai loin de là la prétention de comprendre ce qu'ils vivaient. Et j'essaie de m'imprégner de ce qu'ils vivaient et de le retranscrire le plus fidèlement possible. Au finish, moi, je les ai juste aidés à dire ce qu'ils avaient à dire. Le truc qui me tient à cœur, c'est que j'avais envie que ces personnes me parlent à moi et pas au journaliste, le gars avec le grand J, etc. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place. Et la preuve est que ces gens-là, on les a recontactés près d'1 an après les premières rencontres, viennent avec plaisir ce soir discuter avec nous. Et oui, voilà, ça, je pense, c'est le plus beau remerciement. Eh bien, on va les recevoir sur ce plateau dans quelques instants. Encore quelques informations pour bien décrypter l'émission que vous découvrez ce soir, consacrée donc à l'école et aux familles. Durant les débats, il y a, Thibaut Fontenoy, je reviens vers vous, il y a un dessinateur qui travaille. Tout à fait. Donc on a fait la connaissance d'Olivier Pirnet, qui est un jeune illustrateur belge qui va tout au long de la soirée croquer cette émission. On aura l'occasion de découvrir donc ces illustrations. Et c'est quelqu'un qui connaît aussi bien le milieu, parce qu'il a eu l'occasion déjà d'illustrer pas mal de revues, etc., qui ont un lien direct avec l'enseignement. Donc c'est une chance, je pense, qu'on a de l'avoir aujourd'hui aussi. Jean Denet, il y a aussi des candides dans cette pièce. Ces personnes ont demandé de venir tout simplement pour dire qu'est-ce qu'ils ressentaient, quel était leur ressenti, comment lisaient-ils ce qu'ils allaient entendre au cours de cette émission. Nous inviterons ces candides à se rendre sur le plateau en fin d'émission et de nous dévoiler un petit peu leurs sentiments, eux qui n'ont pas participé à la préparation de tous ces travaux. On leur a demandé de collaborer maintenant. Ils vont noter soigneusement tout au long de ces débats quelques mots-clés sur lesquels donc nous reviendrons en fin d'émission. Alors, il y a 5 thèmes, on va se lancer, il est temps maintenant, 5 thèmes à découvrir. On lance cette première vidéo de terrain donc, l'école et les familles.
que demande une école à une famille? Elle demande que la famille soit un relais. Il y a un grand rôle à jouer parce qu'il y a un partenariat que l'école doit avoir avec les familles. Un enfant, ce n'est pas que l'école. L'enfant, il est au centre avec l'école et sa famille. Et évidemment, on doit pouvoir collaborer avec les parents. Je crois que c'est très nécessaire pour tous les parents de regarder les bonnes communications avec l'école. Parce que ça, de temps en temps, les parents pensent que l'école a des grandes responsabilités. C'est tout. Non, je crois que l'école et les parents, les deux sens, ça dépend des deux sens que de prendre les responsabilités. Daniel Moureau, vous êtes sociologue et vous avez écrit, produit des ouvrages sur l'école et précisément sur cette relation école et famille. Vous avez trouvé un titre original, je pense. C'est plus qu'un titre, c'est-à-dire que c'est une grille d'analyse dans laquelle j'essaye de définir ce qui sépare vraiment très fort le groupe famille du groupe école. Donc pour moi, l'école, c'est quelque chose de carré. C'est quelque chose de carré, c'est quelque chose d'institutionnel. Et dans cette école, dans ce carré, on va fonctionner d'une manière carrée, bien sûr. Et donc on va fonctionner en mettant en avant un registre d'action et un registre de pensée qui met en avant vraiment le côté cognitif, le côté professionnel, le côté universel et le côté évaluatif. Tandis que dans la famille, on n'est pas du tout dans une institution, on est dans ce qu'on appelle en sociologie une communauté. Donc c'est-à-dire que je le représente par un rond. Hein. On imagine bien la famille, c'est quelque chose de rond. Et là, on va fonctionner en priorité sur un registre de pensée et d'action qui est complètement différent. On va être dans l'affectif, on va être dans l'individuel ou le personnel, vraiment. On va être aussi dans quelque chose de particulier, chaque famille est particulière vraiment. Et puis enfin, on va être dans un registre de l'appréciatif, donc c'est-à-dire dans l'appréciation, j'aime, j'aime pas, je suis pour, je suis contre. Et donc l'enfant, lui, il est baigné dans sa famille dès le départ, dans un registre rond. Tous les enfants qui arrivent à l'école, à 2 ans et demi, ils sont tous des petits ronds. Hein. Sauf peut-être ceux qui sont déjà passés par une institution comme la crèche. Mais bon, en gros, ils sont des ronds. Et de toute façon, tous les matins, ils deviennent petits ronds. Et donc, ils doivent être transformés en petits carrés par l'école, dans l'école. Et le problème qu'on observe très fort pour le moment au niveau de la sociologie de l'éducation, c'est que l'école n'arrive pas à enseigner de manière systématique à tous les enfants comment on devient un petit carré. Parce que ce n'est pas si simple que ça, vraiment. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est très difficile aussi pour les enseignants de se transformer tous les matins en des petits carrés aussi. Donc, c'est ça qui pose vraiment le premier gros problème, qui est un problème vraiment de changement de culture. C'est une acculturation complète. Le rond, le carré, si ça ne s'entend pas, ça crée des chocs, évidemment. Nous avons avec nous Roselyne Magnier, qui dirige un centre PMS. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quel est le quotidien d'un centre PMS ? Eh bien, c'est une équipe de psychologues, d'assistants sociaux et d'infirmières et nous travaillons dans les écoles tout en restant indépendants, en partenariat avec les enseignants et bien sûr les familles. Et on travaille au bien-être des enfants du mieux qu'on peut, en tout cas. Voilà. Alors vous évoquez qu'effectivement, ces relations entre école et famille, c'est pas évident. Non, tout à fait. Enfin, je rejoignais tout à fait Madame Moureau. Où moi je trouve que l'école est une culture à part entière avec un système de valeurs où il y a des règles qui semblent évidentes pour les enseignants, qui ne le sont pas forcément pour tous les parents, du genre il faut être à l'heure le matin ou quand on fait ses devoirs il faut éteindre la télé. Voilà, toute une série de valeurs que les parents ne possèdent pas forcément. Il y a aussi des familles qui ne maîtrisent pas le système en soi, qui ne comprennent pas ce qu'est le système éducatif dans notre fédération, ou qui ne comprennent pas un système de cotation, qui ne comprennent pas finalement le système en tant que tel. Et donc, il y a des confrontations à ce niveau-là parce que chacun a ses représentations et ses attentes. Et les enseignants ont des attentes par rapport à toutes ces normes que les parents ne maîtrisent pas. Et donc, on en arrive souvent, il faut bien le dire, au clash entre les écoles et les familles. Et dans l'approche quotidienne comme ça, vous formez
plus les carrés à devenir ronds ou vous essayez de donner une forme carrée au rond? C'est-à-dire, avec quel public travaillez-vous préférentiellement? On travaille des deux côtés. Je pense que ça ne se fait pas que d'un côté. Donc, nous essayons de façon individuelle de rassembler en fait famille et enseignants, donc les deux, les ronds et les carrés, pour essayer qu'ils apprennent à se parler et à se comprendre. Et je pense que c'est une première étape, mais qui pour moi n'est pas suffisante. Je pense qu'il y a tout un travail collectif qui doit être fait au sein des écoles aussi pour que ce soit une approche dans un projet, dans les écoles, ou en tout cas une façon d'aborder les familles pour les écoles et ouvrir la porte aux familles dans les écoles. Daniel Moureau, pourquoi dans certaines familles ça fonctionne? À l'intérieur de la famille, on ne fonctionne pas exclusivement de manière ronde, on fonctionne aussi de manière carrée. Et donc certaines familles vont concentrer en leur centre, vraiment, qu'à le lire, un peu, ils vont en faire leur moteur, ils vont utiliser, si vous voulez, le fonctionnement déjà institutionnel, le fonctionnement carré. Ce sont des familles qui se prennent un petit peu pour une petite institution, c'est-à-dire des familles qui, de manière très consciente et volontaire, parfois même volontariste, vont consacrer toute la vie de la famille et organiser toute la vie de la famille de telle sorte à atteindre un objectif. C'est bien ça le propre d'une institution, c'est un groupe qui a un objectif et qui met tous les moyens en œuvre pour le poursuivre. Alors, donc, dans ces familles-là, ce sont des familles qui vont connaître les objectifs de l'école. Donc, oui. Le fait que l'enfant rond puisse accepter le jeu du carré dans son école est un gage de réussite. Bien sûr. Donc, que va-t-on opérer pour ces familles qui ont plus de difficultés à rendre carré leur enfant? Pendant très longtemps, l'école s'est dit, et c'est vrai que c'est la réalité, donc on voit bien que ce sont les familles les plus carrées qui produisent le plus d'enfants en réussite scolaire. Et les familles les plus rondes, c'est-à-dire qui mettent en périphérie d'elles-mêmes le fonctionnement carré ou qui n'y arrivent pas du tout, eh bien, ces familles-là produisent de manière systématique et récurrente le plus haut taux d'échec scolaire. Et donc on s'est dit, puisque ce sont les familles carrées qui produisent le plus de réussite, eh bien on va essayer de faire les familles plus carrées. Et donc il y a comme ça depuis très longtemps une attente, parfois même une demande, parfois même une exigence de l'école vis-à-vis des familles pour qu'elles se transforment elles-mêmes en des petits carrés. Mais on voit bien que ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Et donc si on veut faire du partenariat réellement, il va falloir que l'école accepte que les familles soient rondes. Et que le rond est non seulement quelque chose à pis-aller, mais non, c'est quelque chose de très souhaitable parce que l'enfant a absolument besoin de tirer de sa famille ronde tous les compétences et tous les savoirs ronds que la famille va pouvoir lui donner. Donc il faut absolument que l'école accepte la rondeur de la famille et alors d'un autre côté accepte que tous ces petits-enfants-là arrivent bien ronds et qu'il va falloir mettre en place des dispositifs d'enseignement du carré. Nous allons revenir alors après sur les pistes parce que c'est important qu'on termine sur de l'enthousiasme. Tenter de régler le problème. Madame Magnier, vous évoquiez aussi dans cette difficulté que l'école a perdu sa référence. Je trouve qu'il y a une cinquantaine d'années et un peu plus, l'école était un bastion, je dirais une référence aux côtés de la religion et de la médecine. Et peu à peu, ces choses-là se sont transformées. Et donc, il me semble que l'école a un peu de mal par rapport à ça, à perdre cette autorité qu'elle avait. Enfin, quand je dis perdre, c'est transformer en tout cas et qu'elle doit avoir une autre place dans la société, que l'éducation aussi a évolué, les points de repère ont changé. Enfin voilà. Et à partir du moment où il y a un tel changement, je pense qu'il y a une certaine rigidification qui fait qu'on a peur de ne plus pouvoir se retrouver, de ne plus soi-même avoir de repères et c'est difficile de passer à autre chose. Et puis, je veux dire, la position de la femme dans la société, la femme au travail, etc. aussi, a amené toute une série de changements dans la vie quotidienne. Et tous les systèmes familiaux s'en trouvent aussi changés. On va essayer de dégager maintenant des pistes de solutionnement. Willem Miller. Je pense qu'on doit vouloir entrer dans une réflexion où on se dise que rien n'est perdu et que tout est possible. En évitant évidemment à la fois le catastrophisme, plus rien ne marchera jamais comme avant, mais en évitant aussi de tomber dans des pièges qu'on nous tend très souvent, c'est l'angélisme, c'est la formulation optative, ce sont les décrets généreux. Donc, il est clair que nous avons des écoles où la participation, par exemple, des enseignants, des parents, des élèves, est une véritable réussite. Il est tout aussi clair qu'il y a d'autres écoles plus nombreuses peut-être où ce n'est pas le cas.
Il me semble que les mots-clés, qui ne sont pas nouveaux, il y a, à ma connaissance, 30 ou 40 ans qu'on les répète inlassablement, sans leur donner suffisamment de consistance et de chair, c'est la communauté éducative. C'est le projet commun et partagé. C'est la transformation des consommateurs que sont les parents parfois, ou les techniciens que sont les enseignants, en acteurs de biens communs. Pour que tout cela finisse par produire un résultat, il y a, à côté de ces cultures qu'il faut construire, il y a des structures. Je vais prendre un exemple très précis, qu'on estimera à l'aune de son expérience. Le conseil de participation est un lieu de rencontre, de débat, qu'un décret de la communauté française a prescrit il y a plus de 10 ans. C'était en 97, oui. C'était en 97. Les parents sont là de droit, les enseignants sont là de droit, les PO aussi, la direction également, je passe des détails un peu austères. Les missions sont connues, du moins pense-t-on, les compétences sont précisées, et l'on constate que dans beaucoup d'écoles, ce conseil ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, et lorsqu'il fonctionne, il fonctionne de façon excessivement administrative. D'accord. Alors que, faut-il le rappeler, les acteurs de ce conseil de participation sont quand même les enseignants globalement, les parents, voire même les étudiants, les élèves et le personnel de l'établissement. Donc il y a là un lieu potentiel de rencontre entre familles. Je pense que rien n'est perdu, que tout est possible. Voilà. Mais pour être tout à fait clair, le conseil de participation, qui n'est pas une panacée en soi, n'est possible à mes yeux qu'à 3 ou 4 conditions. Il faut d'abord une volonté politique du pouvoir organisateur de l'organiser. C'est d'ailleurs sa responsabilité. Il faut qu'il y ait aussi un assentiment du plus grand nombre, les enseignants, les parents, pour aller vers une culture commune. Il faut évidemment aussi une animation de qualité. Nous remarquons que dans les lieux où ça fonctionne, il faut rendre hommage aux directeurs. C'est souvent eux qui portent pour l'essentiel le projet. Et enfin, ce n'est pas anodin de le dire, quand tout cela est rencontré, il faut des conditions de rencontre pour que les élèves, les parents et les enseignants se retrouvent à égalité dans un lieu de débat et de succès possible. Merci William. Madame Magnier, en termes de pistes alors, qu'est-ce qui vous semble prioritaire et les mots-clés que vous en dégagez? Je voulais d'abord relever ce que monsieur disait ici. Effectivement, au conseil de participation, il y a des parents, mais encore faut-il qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Donc je pense qu'il y a un travail en amont à faire, il y a un travail de rencontre avec les familles, d'explication en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pour pouvoir expliquer justement comment fonctionne l'école, là où on peut leur ouvrir des portes, là où ils peuvent avoir une place dans l'école. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles, pour être positif quand même, qui sont en projet par rapport à ça et qui ont ouvert leurs portes aux parents en faisant par exemple des accueils des familles lors des inscriptions, en faisant des cafés pour les parents le matin, enfin café, entendons-nous, où on peut discuter, où on peut poser des questions et y répondre, des parents qui viennent dans l'école pour mener des activités, pour faire des jeux où on peut échanger avec eux et pouvoir leur expliquer l'importance des choses. Enfin, je peux vous demander un mot-clé ou deux? Moi, j'aime bien les ronds et les carrés, bien sûr, et puis le mot culture aussi, je pense. Daniel Moreau, alors une piste et un mot-clé, s'il vous plaît. Oui, donc la piste, c'est oublier le fait que, enfin, l'envie, disons, de transformer les familles ou de transformer l'école, parce qu'on sait aussi qu'il y a certaines écoles qui croient qu'elles doivent s'arrondir pour accueillir les enfants les plus ronds. Mais c'est pas vrai. Et il faut absolument que l'école reste la plus carrée possible. Mais ça veut dire quoi, être carré? Ça veut dire être empathique vis-à-vis des familles, donc comprendre le fonctionnement rond, et de telle sorte à pouvoir emmener tous ces petits ronds, tous ensemble, bien sûr, de manière collective, vers une culture plus universelle, qui est quand même la culture de l'écrit et de l'abstrait. Votre mot-clé, s'il vous plaît? Moi, c'est le rond et le carré, bien sûr, mais c'est surtout le passage de l'un à l'autre. Alors, encore faut-il, quand on se parle, se comprendre, et ça, c'est une question de langage. C'est le deuxième thème de notre soirée, la langue de l'école, les langues des familles. Les différences sont énormes. Ça va du je m'exprime très bien à du maman-papa.
Et ça se limite à ça. Et donc, évidemment, quand Polo le lapin est arrivé, nous l'avons accueilli à bras ouverts parce que c'était un projet qui semblait répondre vraiment à la réalité de terrain. Nous travaillons chaque semaine un dossier de Polo le lapin. On travaille d'abord le dossier à l'école. Et une fois qu'ils ont plus ou moins bien acquis les mots à l'école, ils retournent avec à la maison pour travailler les mêmes mots, mais avec papa et maman. Et ils reprennent la peluche de Polo le lapin pour les motiver. Parce qu'en général, quand ils rentrent chez eux, ils ne veulent plus parler français. À la maison, c'est turc, à l'école, c'est le français. Donc pour les aider à parler français à la maison avec les parents, Polo le lapin les motive un peu. Ils parlent à Polo, en fait, ils ne parlent pas aux parents. Les mamans, elles sont venues présenter leurs enfants. Lors de l'inscription, on a vu la difficulté et que c'était l'élève qui parlait à leur place. Donc on leur propose, quand elles n'ont pas cette aide à l'extérieur, on leur propose un cours à 16 heures. Ces parents et surtout les mamans sont souvent sans cet outil de la langue française. Pues cuando veo los profesores por el colegio de mi hija no puedo hablar con ellos, me siento mal por el problema que no sé comprender el francés, hablar el francés bien correctamente. Je trouve que la langue, c'est comme les clés. Si vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez pas entrer. Mais les langues françaises, c'est pas facile. Eh bien, Jacques Lisenborg, pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ici, on parle français, on s'arrête là, mais à l'école, manifestement, il y a plusieurs langues. C'est ça, donc il y a un problème de langue, avec un S à langue. Il y a le fait que la langue de l'école, c'est le français, que pour beaucoup d'enfants, ce n'est pas leur langue maternelle. Et donc, c'est l'intérêt d'avoir ici Frédéric Billard, qui est directeur d'une école dont on a vu une institutrice, on l'a vu lui-même, où effectivement le français langue étrangère, à travers une méthode, il y en a d'autres, aide les enfants qui n'ont pas la langue de l'école à la découvrir et à la parler, et à l'amener même à la maison. Mais alors, il y a l'autre aspect qui est, me semble-t-il, aujourd'hui trop souvent oublié, c'est qu'on a beaucoup de familles aussi belges, de milieux populaires, qui ont des difficultés par rapport à l'école, mais pas seulement à la langue française, parce que souvent c'est leur langue véhiculaire, mais qui ont, on l'a déjà évoqué, mais on l'approfondira, des difficultés par rapport au code de l'école, à la culture de l'école, à une série de choses qui paraissent évidentes à beaucoup de familles et surtout aux enseignants. Et donc là, il me semblait intéressant d'inviter quelqu'un de lire et écrire, où donc il y a à la fois un travail d'alphabétisation avec les parents, mais qui dépasse ce qu'on entend souvent par alphabétisation au sens d'apprendre la syntaxe, la grammaire, du vocabulaire, qui est vraiment un travail culturel en profondeur pour aborder l'école en étant mieux outillé. Alors il y a Polo le lapin et c'est avec Frédéric Billard que l'on va revenir sur ce projet, si vous permettez. C'est une invention maison, Polo le lapin ? Alors absolument pas. Elle est arrivée, cette invention, grâce à l'Université de Mons, et c'était un projet qui s'était établi dans plusieurs écoles, et notamment établi sur la ville de Charleroi. Et nous l'avons accueilli les bras ouverts, vraiment, parce que cette réalité, elle était là. Les langues parlées à la maison et la langue parlée à l'école, elles ne se rencontraient pas toujours très facilement. Et quand on a vu cette petite peluche, parce qu'il y a à la fois le côté affectif, et je pense que dans le côté de la langue, il y a aussi cette partie affective. Je viens avec ma langue, je viens de la maison avec ça, et c'est mon histoire, c'est mon identité. Et puis là, je suis dans le choc, là, 2 ans et demi, je débarque, et quand je demanderai de l'eau, ça sera en français qu'il va falloir que je la demande. Et donc, il y avait cette idée de pouvoir travailler
et d'utiliser cet aspect affectif, mais aussi cette recherche qui était là-dessous, parce qu'il y avait aussi des chercheurs qui s'étaient penchés sur la question et qui arrivaient vraiment avec un matériel réfléchi, avec des objectifs qui étaient aussi clarifiés. Et quand on est jeune enseignant, et c'est assez le cas dans l'école dans laquelle nous sommes, mais quand on est jeune enseignant et que même si on a beaucoup de bonne volonté, qu'on a envie de faire progresser ses enfants, eh bien on se dit aussi, tiens, quelles sont les balises, quels sont les moyens, quels sont les outils que je peux utiliser. Et Paul le Lapin est arrivé, il est arrivé avec d'autres outils qui avaient déjà été mis en place, et il a aussi été l'impulsion pour réfléchir sur d'autres choses. Est-ce que Paul le Lapin a contribué à rendre les relations à travers la langue plus sereines, plus efficaces? Je pense qu'il y a contribué, parce que je pense qu'il y a, chez Paul le Lapin, il y a déjà 2 grandes oreilles. Et je pense que c'est pas anodin, enfin je ne sais pas s'ils ont choisi le lapin comme symbole, mais en tout cas moi j'aimais bien cette idée de 2 grandes oreilles, parce qu'il y a eu dans un premier temps un grand temps d'écoute. Et c'est de se positionner, de se dire, voilà, nous enseignants, on est confrontés à cette réalité qui peut faire un peu peur au départ, qui fait même très peur. Je pense à certains moments, et puis de se dire, il y a aussi la deuxième oreille du côté de la famille qui se dit, nous on veut bien, parce que je rencontre auprès des familles qui fréquentent l'école, toute une série de personnes, de familles qui veulent le mieux pour leurs enfants. Il faut savoir que moi je suis papa aussi, et quand je confie mon enfant à l'école, quand je confie mes enfants à l'école, je leur dis, et j'aime à le rappeler, je vous confie l'un de mes biens les plus précieux. Parce qu'il y a 3 enfants, donc il y a 3 biens, mais voilà, ces familles nous confient leur bien le plus précieux. Et donc il y a ce temps d'écoute. Et je pense que Paul le Lapin, et en tout cas, c'est pas juste cette peluche, mais en tout cas cette culture, cette question qui était posée, c'était de se dire, prenons ce temps d'écoute. Prenons d'abord le temps pour dire, j'écoute vous parents avec vos interrogations, vos inquiétudes. Vous me dites, vous parents, que vous ne parlez pas français à la maison, que, soyons clairs, vous ne parlerez probablement peut-être presque jamais français à la maison. Il faut aussi savoir aussi l'entendre et l'accepter. Et en même temps, vous me dites, je veux le mieux pour mon enfant, parce que je veux que dans la vie, il ait toutes les clés pour réussir. Monsieur, dans le reportage, parlait un petit peu de clés. La clé du langage est une des clés. Il y en a d'autres. Et alors, c'est écoute aussi de la part des enseignants en disant, mais voilà, nous sommes confrontés à cette réalité, nous avons des exigences qui sont liées à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont liées aussi à l'institution scolaire, et de se dire, voilà, on veut vous entendre, on doit s'écouter l'un et l'autre. Et puis, ça apporte quand même, déjà, mais je pense que c'est vraiment crucial, ce moment d'écoute, ce moment de compréhension en disant, OK, c'est un défi commun. Et c'est ça qui était vraiment cette richesse. C'était que c'était un défi commun. C'était un défi de l'équipe éducative et aussi des familles. Vous avez évoqué la souffrance. Je crois qu'on peut parler de souffrance des personnes qui ont des difficultés à lire et à écrire. Là, c'est votre investissement à vous dans le Luxembourg. Vous travaillez en éducation permanente, du côté de lire et écrire. Quel est votre ressentiment par rapport à cet enjeu du langage qui est à maîtriser un minimum pour l'épanouissement? Déjà, ce qui me semble vraiment important, c'est que les gens avec lesquels on travaille, qui ont des difficultés de maîtrise de la langue, avec la linguistique, avec la dimension linguistique du français, ils ont aussi des difficultés avec les codes de l'école. On en parlait tout à l'heure dans une partie précédente du débat. Et les parents, les personnes avec lesquelles on travaille en alphabétisation, à lire et écrire, ont souvent le sentiment de ne pas avoir de place dans l'école, de ne pas être légitimes dans les écoles. Souvent, elles ont elles-mêmes vécu des parcours d'échecs, de relégation, d'abandon. Elles ont gardé cette souffrance profondément ancrée en elles. Et elles n'entrent pas, elles ne vont pas vers l'école facilement. Au contraire, parfois elles s'en défient. Et parfois aussi, dans l'école, on a le sentiment qu'elles sont démissionnaires, qu'elles s'en fichent de l'école, qu'elles n'y voient pas d'intérêt. Alors qu'elles, quand elles sont parents, ces personnes-là, misent beaucoup sur l'école. Pour elles, c'est vraiment une des institutions qui va permettre à leurs enfants de ne pas reproduire ce qu'elles-mêmes ont vécu. Donc il y a vraiment des attentes très très importantes et qui sont parfois mal comprises d'un côté ou de l'autre. Nous allons ouvrir maintenant la séquence pistes pour la résolution des problèmes et mots-clés. Après la rencontre de vos 2 invités ici, selon vous, quelles sont les pistes à privilégier pour casser la barrière des langues? Je pense d'abord qu'il faut travailler dès l'école maternelle. Je n'arrête pas de dire qu'il faut que les principes qu'on a, les objectifs qu'on poursuit, ça démarre à l'école maternelle. C'est à l'école maternelle qu'il y a un accrochage des familles et un accrochage des enfants à l'école.
Donc je crois que Frédéric Billard a bien illustré combien les problèmes des familles, dans son cas turcophone, mais qui viennent d'autres pays de la planète, peuvent être résolus à travers le français langue étrangère. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une question de regard. Je veux dire, le regard de l'institution scolaire, le regard des enseignants, qui trop souvent considèrent que ne pas maîtriser la langue française, c'est un handicap, mais ils ne considèrent jamais que maîtriser une autre langue, c'est un atout. Donc je pense qu'il y a une dimension à valoriser du bilinguisme pour les enfants qui parlent arabe, qui parlent le turc et des tas d'autres langues. Il y a aussi le fait que l'école pourrait s'intéresser aux langues des familles qui viennent. L'école pourrait faire découvrir que notre langue française s'est enrichie de toute une série de mots venus de langues de la planète. Donc il y a vraiment un regard nouveau à porter sur cette situation. Mais alors il y a surtout, me semble-t-il, dans ce que Benoît Lemaire évoquait, et que jusqu'ici je ne sais pas par quelle pudeur on n'évoque pas, c'est le problème que les milieux populaires ont un problème colossal par rapport à l'école. Et que le regard de l'école sur les familles de milieux populaires, qu'elles soient d'origine étrangère ou qu'elles soient belgo-belges, c'est vraiment le problème crucial de l'école. L'échec, il frappe massivement les enfants des familles populaires. Et donc je pense que les codes dont parlait Benoît Lemaire, la langue de l'institution, c'est une langue qui n'est pas maîtrisée par certaines familles et qui, au contraire, pour certaines autres, va de soi. Et donc c'est là, me semble-t-il, la piste la plus intéressante et la plus importante aujourd'hui, dans le trousseau de clés dont parlait à juste titre ce parent d'élève, il y a une multiplicité de petites clés, et c'est à travailler sur ces petites clés, en partenariat, je pense, avec une série d'associations spécialisées qui connaissent bien ces familles, qui les rencontrent. L'école doit se mettre à travailler, à inviter ces gens dans ces murs, à les rencontrer dans ces murs, à apprendre d'eux et aussi à aller sur leur terrain. Un mot-clé ou deux? Alors, pour moi, le mot-clé, c'est rupture sans violence. Je veux dire que pour ces enfants et leurs familles, passer de la famille à l'école, c'est une rupture. Et cette rupture est nécessaire. Trop souvent, elle est vécue comme une violence, voire comme une trahison par rapport à la famille. Merci Jacques. Monsieur le maire, quel est votre mot-clé? Moi, je pense qu'il faut réinterroger le système scolaire de façon générale, parce qu'il est producteur ou reproducteur d'inégalités sociales, et donc on n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais on y a fait allusion ensemble, et je crois que c'est vraiment important. Je pense aussi que ce qui est important, c'est d'inviter les écoles à réfléchir la participation qu'elles consentent dans le chef des parents. On entendait tout à l'heure parler des conseils de participation, c'est des modèles qui fonctionnent avec certains parents et qui ne fonctionnent pas avec d'autres. Inviter les parents, s'ouvrir, réfléchir à d'autres formulations, d'autres formules de participation, je pense que là, il y a des enjeux pour demain. Et le mot-clé? Sorti? Sorti, changer, repenser ou penser autrement la participation des parents. Merci. Frédéric Billard, votre mot-clé? Alors j'en dirai 3 si vous permettez. Allez, ça marche. Allez, mais je vais faire court. En vitesse, si vous voulez bien, excusez-moi. Je dirais acceptation, acceptation de ces différences, l'intégration de ces différences. Voilà, il ne faut pas faire table rase, que du contraire, l'intégrer dans ces pratiques de différenciation, de participation et exigence. Parce que je pense que l'on ne peut pas se permettre d'être moins exigeant par rapport aux résultats, par rapport à ce que l'enfant peut fournir, parce qu'il ne parle pas la langue. Que du contraire. Les parents attendent qu'on ait ces exigences-là, parce qu'ils méritent aussi bien qu'un autre d'avoir un beau trousseau pour réussir dans la vie. Merci. Et un petit clin d'œil à Polo le lapin. C'était mon surnom quand j'étais en classe primaire, mais ce n'était pas les grandes oreilles. Voilà. Alors, le troisième thème, l'école et la citoyenneté. Moi, je suis effectivement persuadé qu'on vit dans l'école secondaire, en tout cas, à notre échelle, des problématiques qui se vivent à plus grande échelle dans la société.
Et donc une de ces problématiques, c'est ce côté massifié, découpé. Les choses ne sont pas faites pour qu'on se croise, qu'on parle ensemble et qu'on vive vraiment ensemble. Et donc si on se laisse aller dans ce système-là, eh ben, les profs quand ils ont fini, ils s'en vont et ils n'ont pas forcément de réunion de travail ensemble. Et les élèves ne se soucient pas de la classe d'à côté, ni de ce qui se passe après dans les cours et ils s'en vont aussi. Ça devient le bahut. Cette espèce de machine un petit peu froide dans laquelle on passe, qui est un peu cruelle. Et où on s'en sort comme on peut, avec le lot de conneries à faire, mais aussi le lot d'amusement, parce que finalement, c'est des bonnes années aussi. Un des enjeux aujourd'hui, c'est d'aller à contre-courant de ça. C'est un conseil d'élèves. Je trouve que c'est déjà important que ce soit un conseil. Il y a plus d'élèves que d'adultes. C'est une réunion qui a lieu tous les mardis après l'école. Tous les élèves de l'école peuvent y rentrer des projets. Il y a beaucoup de projets en fait, qui se font, contrairement à d'autres écoles où c'est juste venir à l'école le matin et réussir son année, quoi. Ça peut parler par exemple, du sujet des GSM dans la cour de récréation, comme on peut accueillir des élèves ils sont en quelque sorte en problème avec le règlement de l'école. Quand les élèves faisaient des conneries et tout, c'était directement chez Madame Martin ou chez la directrice. Ils sont directement sanctionnés et tout. Et maintenant, ils sont écoutés. Ils expliquent pourquoi ils ont fait ça. Et les professeurs cherchent des solutions. Et en fait, quand je suis arrivé ici, c'était parce que j'étais un élève difficile. J'étais envoyé d'une autre école. Moi, ce qui m'a vraiment aidé dans le conseil de citoyenneté, c'est pas le fait des réparations ou quoi, mais c'est le fait que ça a pu me garder dans l'école jusqu'au temps où j'ai eu cette certaine maturité, en fait. C'est comme s'il y avait une certaine confiance qu'un jour ou l'autre, j'allais arrêter ce que je faisais. C'est pas vraiment donner une punition, mais c'est de l'écouter et on laisse aussi et l'élève y pense. On va dire réfléchir qu'est-ce qu'il a fait et tout. Au conseil de citoyenneté, on est vraiment libre de donner son avis. Je pense que c'est pour ça qu'on y est. Oui. C'est vraiment pour s'exprimer et exprimer ce que les autres qui ne siègent pas veulent. Je défends des choses, des élèves qui, comme il y en a qui n'osent pas parler avec les professeurs et tout. Et après, au conseil de citoyenneté, ce qui est bien, franchement, c'est le truc que j'aime le plus, c'est il n'y a pas trop de règles comme quand tu es en classe. Tu peux pas. Maintenant, si un prof il a dit A, toi tu es obligé de suivre A. Tandis que là-bas, non, tu peux donner ton avis à toi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec le professeur. Ce qu'apporte l'école citoyenne, mais je pense que d'autres projets peuvent l'apporter aussi, mais c'est ce sentiment qu'il y a moyen de bouger, qu'il y a moyen d'avoir des forces vives. Et même dans un contexte où les choses ne seront pas simples, ça apporte, je dirais, à la fois de l'énergie et puis un petit peu de vent et un petit peu d'air. Et mon sentiment personnel, c'est qu'on vit dans une école qui est moins violente, plus respectueuse, dans lesquelles les élèves s'impliquent et savent qu'ils peuvent le faire, dans lesquelles on a une force en plus pour mettre des projets, dans laquelle aussi il y a, et ça je crois que c'est une des choses les plus importantes, plus de fierté d'être là, en particulier pour les élèves. Et oui, aujourd'hui le terme citoyenneté est mis à bien des sauces, mais est-ce qu'il ne colle pas bien avec le monde de l'école? Jean-Luc Tillement, vous êtes président du MIEC. C'est quoi le MIEC? Le MIEC, c'est le mouvement des institutions et des écoles citoyennes. C'est dire que vous y croyez alors? Non seulement j'y crois, mais il y a quand même maintenant une équipe de plus de 250 personnes dans le MIEC qui essayent de s'investir, tant comme éducateur, comme psychologue, comme prof, peu importe les fonctions dans l'établissement. Nous avons installé plus de 55 structures citoyennes, essentiellement dans les écoles, mais aussi dans des services résidentiels de jour, dans des maisons d'accueil pour jeunes en grande difficulté, dans des maisons de jeunes, etc. Notre objectif essentiel par ce processus est d'amener l'école à fonctionner de manière plus démocratique en appliquant tout simplement un décret qui existe depuis très longtemps, et mes interlocuteurs ne me contrediront pas, c'est l'article 6 et 8 du décret mission. L'article 6 et 8 du décret mission essaye à tenter d'insuffler dans les écoles un travail essentiellement citoyen et démocratique. Et comme Korczak le disait dans le ghetto avec les petits-enfants dont il s'occupait, je pense qu'une structure citoyenne, elle apporte d'abord et avant tout une protection. La protection face à des comportements violents, destructeurs ou irrespectueux. Et tout ça se négocie et se construit avec les acteurs centraux de l'école, que sont les élèves.
Alors, vous défendez donc cette notion de citoyenneté au sein de l'école. Qu'est-ce qu'elle amène comme plus-value objective à travers les expériences que vous menez? Et quelles sont les valeurs défendues, les valeurs portées ou à transmettre aux jeunes? Ouais. Fernand Houry, qui est le fondateur de la pédagogie institutionnelle, disait que si nous ne nous occupons pas de notre jeunesse, elle va s'occuper de nous. Je pense que s'occuper de la jeunesse, s'occuper d'une société démocratique, c'est lui insuffler une série de valeurs telles que... J'ai surtout envie de parler du mot respect. À partir du moment où le respect est débattu de manière concentrique, en réflexion sur des valeurs, et surtout dans le partage de la parole, dans la discussion avec tous les acteurs de l'école, lorsque la loi est construite par les jeunes et avec les jeunes, le respect s'installe. Et donc, les langues se délient, les projets se mettent en route, et en quelques années, on peut transformer une école pyramidale, lentement mais sûrement, en une école un peu plus circulaire, en tout cas un peu plus centrée sur le débat citoyen, le débat démocratique. Nous avons un jeune sur ce plateau, ça c'est gai, ça c'est Glenn Boneka, il est délégué en 6e secondaire. Tu vis au sein d'une école qui a misé sur la citoyenneté, tu es membre du conseil de citoyenneté. Alors Glenn, parle-nous un petit peu de ton expérience, qu'est-ce que ça a apporté à l'école? Ce projet d'école citoyenne, ça a permis à l'école de régler pas mal de problèmes en fait, des conflits, des problèmes liés au respect. Et ça a permis à l'école de régler des problèmes comme par exemple des bagarres dans la cour, des problèmes liés au respect entre élèves et aussi élèves et profs. Qu'est-ce que tu défends, toi, comme idée quand tu es présent dans ce conseil de citoyenneté? Est-ce que tes camarades de classe te demandent de reporter des projets, des inquiétudes, des choses à régler? J'essaye de créer des projets avec eux. De les défendre aussi d'une certaine manière. Est-ce que tu es l'égal d'un prof quand tu es au conseil de citoyenneté? Égal d'un prof oui, on pourrait dire ça, mais bon, j'ai pas la même autorité que lui en fait, c'est ça? Non, je pense que le maître doit rester le maître, voilà. Fort probablement. Mais sur les sujets dont vous parlez, vous avez l'initiative du débat. Si vous avez le souhait d'évoquer un thème, vous pouvez le faire. Oui, justement. Ce que le professeur ou le directeur ne ferait peut-être pas. C'est à ça que ça sert un peu le conseil de citoyenneté, c'est un espace de dialogue où on va débattre des problèmes liés un peu à l'école et aussi d'une manière de construire des projets, d'impliquer les élèves dans l'école en fait, pour qu'ils se sentent mieux et qu'il y ait une meilleure ambiance en fait, voilà. Donc pas déçu d'être délégué ni membre du conseil? Pas du tout. Donc à ne pas supprimer, tu l'encouragerais dans d'autres écoles? Oui. Franchement, oui. Tu es convaincu? Très, très convaincu. Allez, on lance la campagne. Pierre Hardy, vous êtes formateur, mais vous avez travaillé beaucoup précédemment dans des milieux scolaires plus difficiles. Est-ce que ça vous a aussi transmis le souci de cette notion de citoyenneté? Je veux dire, nous, au départ, quand on a travaillé, Jacques, nous étions un peu à l'émergence de ces projets à l'atelier Marolien à Bruxelles. On n'a pas le choix, sinon l'école explosait. Donc en même temps, mettre en place la pédagogie institutionnelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, mettre en place de la parole, des mots, du respect. Moi j'aimais bien un peu ce qui sortait dans le débat, le respect c'est fondamental, et faire qu'à un moment donné on peut travailler autrement. Donc ce qu'on touchait c'était faire autorité autrement. On se rend bien compte qu'aujourd'hui il y a un problème de l'autorité, mais en même temps la question c'est comment on peut faire autorité autrement et redonner du sens. C'est deux mots très importants. Et dans ma carrière qui fut quand même assez longue dans différents espaces que l'on dit difficiles, mais j'ai beaucoup de respect pour les jeunes avec qui j'ai travaillé, j'ai trouvé qu'à un moment donné, on les respectait parce que nous sommes respectables, parce que les actes que nous posons sont respectables, eh bien nous serons respectés. Et je veux dire, c'est créé, c'était le conseil de tous, différents conseils qui permettaient de mettre des mots et éviter au maximum que l'école puisse parfois être très violente dans ses pratiques sans s'en rendre compte. Les acteurs ne sont pas toujours conscients de la violence de l'institution. Alors Jacques Lisenborg, on encourage demain un maximum d'écoles dites citoyennes qui fonctionnent alors avec un conseil de citoyenneté? Oui, mais je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte sociétal d'aujourd'hui. Bruno Derbet a parlé de massification. Il a tout à fait raison, mais il faudra ajouter marchandisation, compétition, enfin la liste pourrait être longue. Et donc c'est dans ce contexte-là que, me semble-t-il, une école citoyenne est une école à contre-courant. Je veux dire qu'il s'agit de former de jeunes citoyens
qui ont des outils, qui peuvent argumenter. La jeune fille disait « je défends », qui sont des avocats d'une série de questions importantes. Et donc je pense qu'il faut vraiment être attentif à cette dimension d'outiller les jeunes, y compris de savoir, parce que la question des savoirs jusqu'ici n'a pas été posée. Je pense que non seulement il faut de la bonne volonté, il faut évidemment une référence prioritaire à des valeurs, comme l'a dit Jean-Luc Tillemans, mais il faut aussi être équipé d'un certain nombre de savoirs. Je pense que l'école d'aujourd'hui, hélas, ne met pas à la disposition de tous les étudiants un certain nombre de savoirs indispensables. Je pense en particulier aux sciences humaines, le droit par exemple. Sans notion de droit, ça me paraît difficile d'être un citoyen lucide et responsable. L'analyse de l'image, des médias, enfin on pourrait être assez long là-dessus. Mais donc il s'agit vraiment, me semble-t-il, de savoir quels jeunes citoyens vont nous fabriquer une planète demain, une planète différente de celle de la marchandisation, de la compétition, de la consommation à outrance, et donc être bien conscient qu'il s'agit de former des jeunes qui soient outillés, qui soient capables de nous préparer une société qui n'est pas la société de la jungle dans laquelle nous vivons hélas aujourd'hui, une société où la coopération soit beaucoup plus moteur que la compétition, où la solidarité soit beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Pierre Hardy, un mot-clé après notre petit débat. Le mot-clé, pour moi, c'est le mot sens. Sens et respect mutuel. Respect mutuel. Et un deuxième, c'est la notion de temps. Comment on donne du temps pour réaliser. Donc on voit bien la massification, le temps dans les établissements est difficile, séquentiel. Comment on va se donner du temps pour pouvoir vraiment entrer dans ce type de projet. Jean-Luc Tillemans. Je dirais, dans une école citoyenne, on est tous des éducateurs. Et ça fait émerger en moi 3 mots, équilibre, droit, devoir. Et Glenn, est-ce que tu as un mot-clé à transmettre? En fait, j'en aurais peut-être 2. Donc le premier qui est la volonté, d'un point de vue, la volonté de vouloir qu'il y ait un changement dans l'école. Oui. Et le respect, en fait, comme monsieur a dit. Donc, volonté respect, oui. Et respect. Merci Glenn, merci à vous tous. Il est temps de partir maintenant sur la piste du 4e sujet. On n'y échappera pas, on va se faire un petit peu mal et on va parler du thème enseignant, métier en crise. On trouve malheureusement peu d'enseignants. Maintenant, j'ai une collègue qui est malade, eh bien, j'ai droit à un remplacement. On ne trouve pas, on ne trouve personne pour remplacer cette institutrice. Et voilà, donc la crise, elle est là. J'ai des stagiaires chaque année. Et sur peut-être les 10 dernières années, les 10 derniers stagiaires que j'ai eus, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ont décidé de continuer à être instits. Il y en a qui ont continué des études, qui ont fait autre chose, qui... voilà. Et je trouve ça très dommage quand même. Donc c'est bien la preuve que il y a un chaînon manquant Il y a quelque chose qui manque entre la formation initiale et le terrain et la vie professionnelle. J'ai été dans une école secondaire invité à présenter mon métier, comme beaucoup de parents le font, et j'avais très peu de succès. Je me suis retrouvé finalement avec 2 élèves qui sont venus me poser des questions sur le métier. L'institutrice maternelle en avait 2, la logopède en avait une dizaine à côté de moi. Le métier semble un métier difficile, dévalorisé, etc. Le métier d'enseignant, les jeunes le connaissent, ils l'ont vécu au quotidien pendant des années et des années. Et je crois qu'ils n'ont pas envie de le faire. L'école n'est plus ce qu'elle était. Et donc le prestige de l'enseignant n'est plus ce qu'il était non plus. Je veux dire, jadis, l'enseignant c'était le maître. Donc je pense qu'il avait sa référence bien installée, bien assise. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus ça. Et puis je crois aussi que c'est un métier qui est en pleine remise en question, justement parce qu'on attend beaucoup, parfois peut-être même trop des enseignants, ou en tout cas on l'exprime mal. Et oui, nous ne pouvions éluder la question
le métier est-il en crise? Avec nous, Philippe Soutemande, à qui je demande si l'on parle d'une seule et unique crise, ou bien y a-t-il des éléments déprimants qui s'enchevêtrent les uns dans les autres? Pour moi, une première crise, c'est le peu d'inscriptions que nous avons dans les hautes écoles ou dans les départements pédagogiques, y compris des agrégations universitaires. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai pu constater que dans le département d'agrégation de la faculté de géographie de l'université de Liège, il n'y avait aucun inscrit cette année. Donc, on ne peut même pas parler de déficit à la sortie, on parle déjà d'un déficit à l'entrée. L'autre problème, évidemment, probablement, c'est un déficit à l'entrée dans le métier, où on sait qu'aujourd'hui, il y a en tout cas un turnover relativement important en début de carrière, qu'il soit volontaire ou non, ça on pourra peut-être y revenir par après, mais il est certain en tout cas qu'il y a une rotation relativement importante d'un certain nombre d'enseignants, peut-être comme dans d'autres métiers d'ailleurs. Et puis je crois que ce qui me semble peut-être plus important, c'est peut-être un déficit d'image. D'image de l'enseignant par rapport à lui-même. La séquence montrait d'image des autres par rapport au métier d'enseignant, mais d'image parfois le ressenti d'un certain nombre d'enseignants par rapport à leur métier, leur identité professionnelle. Je crois que la séquence le présentait. Je crois qu'il y a vraiment des questions d'identité. Qu'est-ce que je suis? Et particulièrement probablement dans le secondaire, cette charnière entre l'enseignement fondamental et l'enseignement supérieur, pris finalement entre des évolutions pédagogiques très différentes et des difficultés de s'insérer dans un métier qui aujourd'hui couvre pour le secondaire, grosso modo, quasi l'entièreté de la population scolaire. Bon, je veux dire qu'un prof dans le secondaire, il peut donner cours à 85-90% finalement d'une classe d'âge, puisque c'est à peu près cette classe d'âge qui couvre jusqu'à 18 ans, donc une très grande hétérogénéité. Donc des publics. Et donc la difficulté, évidemment, c'est de pouvoir s'accorder par rapport à ça. Un des éléments, évidemment, qui aujourd'hui a évidemment fortement évolué, particulièrement depuis décrémission de 97, c'est tout ce qui a été mis en place autour du métier d'enseignant. Et donc non seulement il sait aujourd'hui, depuis 97, qu'il a des objectifs, puisque le décrémission le prévoit, mais qui plus est, il y a une batterie de moyens qui sont autour du métier qu'il ne comprend pas toujours. Et donc l'enquête sur la formation initiale qui vient d'être terminée maintenant, donc des facultés Saint-Louis de Bruxelles, montrait très bien que l'enseignant était surtout un acteur pédagogique, mais avait beaucoup de difficultés à se situer comme un acteur institutionnel. Et donc qui ne comprend pas son rôle, ou il a difficulté à comprendre son rôle aujourd'hui dans l'école, et particulièrement dans l'institution scolaire. Eh bien, nous allons le vérifier sur le terrain de ce plateau, si je puis dire, puisque nous avons deux jeunes enseignants. Olivier Vercouteren, professeur de maths. Il paraît, oui. Vous tenez le coup? Pardon? Vous tenez le coup, vous êtes en crise, vous êtes passé à côté Aujourd'hui, ça va. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance, et ça je tiens à le dire aussi. Je rentre maintenant dans ma 4e année d'enseignement. Je n'ai toujours connu qu'une seule école. Je suis atterri dans une équipe qui était à l'époque déjà très dynamique, qui l'est, j'espère, un petit peu plus encore maintenant. Bon, j'ai eu de la chance, donc moi je me sens vraiment bien dans mon métier, ça se passe vraiment très bien. Je ne peux pas dire que c'est le cas de certains de mes copains avec qui j'ai terminé mes études à l'école normale. J'ai entre autres, je pense entre autres à Mathieu, un de mes tout bons amis, comment dire, il est à sa 8e école en 4 années. Bon, c'est certain que lui n'est pas du tout dans la même optique de travail dans laquelle je suis. Bon, c'est pas évident. Plusieurs fois, il a pensé arrêter. Bon, il s'accroche malgré tout. Il a quand même réussi dans ces 8 écoles, il y est retenu plusieurs fois. Il y accumule quand même une certaine ancienneté. Il espère pouvoir peut-être un jour y rester parce qu'il s'y sent bien. Mais bon, c'est certain que c'est loin d'être évident. Il va être temps d'agir. Alors, Monia Gandhi-Bleu, vous, même question. Vous êtes passé à côté de la crise? Vous avez vécu le métier en crise? Je crois que 3 chiffres vont aider. Donc, 6e année d'ancienneté. En ce qui vous concerne? Ah oui, je parle pour moi. 6 années exactement. 4 écoles, et je vais même continuer en termes de chiffres, 3 réseaux et 27 cours différents. Voilà. Je crois ça, que... c'est votre CV, quelque part, oui, c'est ça. dans la vie professionnelle. Oui, et honnêtement, ça forge quelqu'un. C'est plutôt intéressant. J'ai bien voulu le faire aussi. Ça m'intéressait de passer d'un réseau à l'autre, d'un cours à l'autre. Mais voilà, ça donne un petit peu aussi une idée de la précarité du début de la carrière et en même temps aussi le grand n'importe quoi. Au niveau de l'organisation, au niveau aussi de l'engagement, des titres requis.
Donc, je crois que j'ai vraiment envie de complètement soutenir les propos de Philippe. C'est ça qu'on ressent, c'est-à-dire à la fois une crise en termes de valorisation, de reconnaissance personnelle, mais également on se sent perdu dans une sorte d'engrenage, une sorte de fonctionnement institutionnel extrêmement complexe. Et là, on se dit quelle est notre place et quels sont les outils dans lesquels on pourrait éventuellement se servir. Et là, il y a un problème. On va tenter de les évoquer, ces outils, mais il y a une question qui me brûle. Vous tenez le coup? Ah, mais maintenant, j'ai une chance pas possible. Et d'ailleurs, voilà, je rejoins complètement Olivier. Je suis tombée sur une école en or et qui correspond parfaitement à mes attentes. Et j'ai envie de dire, et j'insiste, la différence, c'est pas une question de réseau, ni de public, ni de quartier, ni même de cours que l'on donne, même si certains cours nous donnent une sorte d'assise et de facilité. Non, je crois que c'est aussi une fonction, une raison, une question, j'y arrive, de collègues et de direction. Voilà. C'est vraiment, je suis arrivée dans une école où la directrice a mis 2 heures pour m'engager. Contrairement aux autres où c'était j'ai besoin de quelqu'un, je vous prends tout de suite. Et là, ça a été, voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter à mon école? Et c'était déjà un signe de confiance, une relation qui s'est établie, et c'était carte blanche. Donc laissez la place aux enseignants, laissez les enseignants pouvoir agir. C'est déjà une très bonne chose. Je reviens vers vous dans quelques instants quand on va tourner la facette parce qu'il va falloir qu'on parle un petit peu de choses positives. Vous avez des satisfactions dans votre métier, on va essayer d'en parler également. Mais avant, je veux encore parler de la crise avec notre chercheur sociologue Bernard Delvaux. Vous travaillez, vous menez des recherches liées à l'enseignement actuellement? Oui, tout à fait. Je fais de la sociologie de l'éducation, mais disons qu'une des tendances de mes recherches, ça consiste justement à essayer de repositionner davantage les questions d'enseignement dans un contexte plus global. Donc en fait, quand on parle de crise de vocation par exemple, quand on parle de la difficulté que ressentent ou que vivent au quotidien les novices, les nouveaux enseignants, etc., je crois qu'effectivement il faut pointer du doigt toute une série de problèmes liés vraiment au système scolaire, que ce soit à l'échelle de l'établissement, son fonctionnement interne, que ce soit à l'échelle du système, la question des statuts, la question, enfin, tout son impact sur la manière dont les enseignants doivent effectivement faire beaucoup d'écoles, avec des interruptions, etc., etc. Donc je crois qu'il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas négliger. Mais je crois qu'il faut aussi se dire que le problème de la crise du métier d'enseignant, c'est aussi à relier à des questions beaucoup plus macro, et notamment au positionnement de l'école dans la société. Je crois que le métier d'enseignant étant perçu comme un métier difficile, interpellant, dangereux, etc., parce que notamment on est dans une société beaucoup plus plurielle qu'auparavant, beaucoup plus diversifiée qu'auparavant, et que donc les enfants qui sont face aux enseignants sont effectivement soumis à toute une série d'agents socialisateurs variés, qui ont des normes différentes, qui ont des attentes différentes, des projets différents pour l'élève. Et ça, c'est un contexte quand même en partie nouveau par rapport à la société d'avant, qui était beaucoup plus unifiée en termes de projets de socialisation. Et puis, il y a donc tout ce positionnement par rapport aux autres sphères d'activité, par rapport à la sphère économique, par rapport à la sphère politique, etc. Et donc, je crois en quelque sorte que, certes, il faut développer des questionnements et des réponses à l'échelle de l'établissement, à l'échelle du secteur éducatif lui-même, mais qu'il faut aussi vraiment poser la question de c'est quoi maintenant le projet éducatif dans un monde beaucoup plus pluriel qu'auparavant, dans un monde où l'enseignement n'est plus du tout le seul et unique vecteur de transmission des connaissances, le seul et unique vecteur de socialisation, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ça? Quel est le projet? Ne pas laisser en quelque sorte les établissements seuls à chercher à trouver la réponse, se demander aussi comment, au niveau sociétal, les épauler. Vous ouvrez évidemment la piste des solutions par une question encore plus fondamentale, plus générique, j'ai envie de dire. Alors, vous le rejoignez, Philippe Soutmans, pour les pistes aux solutions? Oui, mais certainement. Moi, je crois que le problème, il se pose en amont directement. Quelle image, finalement, du métier d'enseignant, comme d'ailleurs celui des métiers de l'humain, donne les premiers référents des élèves de Réto que sont leurs propres titulaires, leurs propres enseignants du secondaire supérieur. Donc je crois que là, quelque part, il y a un travail qu'on avait bien souligné au sein de la table ronde réunie par le ministre Marcoux, qui était de faire un travail de fond, d'information auprès des enseignants de Réto sur tous les métiers de l'humain et particulièrement ceux qui sont formés en haute école, puisque la plupart du temps, le prof de Réto, c'est un universitaire, quelle que soit la filière le plus souvent, et donc
il n'a pas une idée très claire de ce que peut être un métier de l'humain, et particulièrement le métier d'enseignant. La deuxième chose qui me semble importante, c'est, je crois que, en reprenant ce que Bernard Delvaux vient de dire, je crois qu'il est important de passer d'un modèle qui est aujourd'hui encore très présent, c'est un modèle vocationnel que nous on rencontre beaucoup à l'école normale, particulièrement auprès d'un certain nombre de jeunes et peut-être plus du côté des normaliens primaires que ceux du secondaire, qui est de dire finalement on a la vocation. Et on a l'impression parfois d'ailleurs qu'un certain nombre de jeunes, il faut défendre et pousser cette vocation. Alors je crois qu'aujourd'hui, et on l'a bien entendu, on a besoin d'un projet professionnel, d'un projet de développement professionnel. Ça veut dire que la haute école, le département pédagogique d'agrégation va pouvoir fournir un kit de départ, va pouvoir fournir un certain nombre de grilles de lecture et d'outils, mais qui doivent continuer à se développer tout au long de la carrière. Et donc quand on parle aujourd'hui de prolongation de la formation initiale, c'est dans ce cadre-là que les choses doivent se placer. Et je crois que le troisième élément, mais c'est été évoqué par nos deux collègues enseignants, je crois que ce qui me semble le plus important, c'est faire confiance aux gens. Et je crois que autant l'institution doit donner des objectifs, éventuellement renvoyer un certain nombre d'indicateurs, mais les moyens doivent être confiés aux équipes et permettre également à ces enseignants, à un moment donné, de pouvoir se repositionner et pouvoir prendre des risques avec des projets. Et je crois que quelque part, ce qui me semble important, c'est que ces enseignants puissent à un moment donné pouvoir avoir un filet. Et si on rate ce projet, si on rate ce... J'entendais Nagandi Bleu qui disait qu'elle avait, en début de carrière, en tout cas changé, mais il y a peut-être des enseignants qui ont envie de changer de métier ou changer au sein du métier d'établissement scolaire. Qu'est-ce qu'on leur donne comme possibilité de le faire? Bon, il y a quelques possibilités qui existent, la carrière n'est pas aussi pleine qu'on voudrait le dire, mais à un moment donné, je veux changer d'enseignement scolaire, je veux faire autre chose, qu'est-ce qui est possible? Et là, je crois qu'il faut beaucoup plus de souplesse en termes de statut, en termes d'échanges interréseaux, en termes de passage de niveau également d'enseignement. Et de ces pistes, quels mots-clés allez-vous extraire? Moi, je crois certainement, en tout cas, l'élément professionnalisation, parce qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui a de la liberté dans ce qu'il fait, qui connaît les cadres dans lesquels il agit et qui, en même temps, se détermine des objectifs en lien avec d'autres professionnels. Merci. Votre mot-clé, le prof de maths? Par rapport à tout ce que j'ai entendu, j'ai envie de parler de revalorisation du métier aussi. Je pense que le métier est décrié sous beaucoup de formes, parfois juste, tantôt juste, souvent mauvaises et erronées. Et je pense que, moi je fais un métier extraordinaire, je changerai de métier pour rien au monde. Pourtant à la base, c'était pas du tout une vocation non plus pour moi. Donc voilà, j'ai appris à aimer ce métier et maintenant faire ma carrière pour moi c'est inconcevable. Monia, Gandhi Bleu. Je crois que les deux mots-clés que je vais utiliser, c'est vraiment passion et confiance. C'est peut-être ce qui vous a maintenu à travers les épreuves que vous avez vécues. C'est pas fini. Okay. Vraiment. Ce métier ne fait plus rêver, mais c'est bien dommage, vraiment. Bernard Delvaux, un mot-clé pour le chercheur que vous êtes? Moi, je dirais projet collectif, pour ne pas laisser les acteurs locaux démunis et devant gérer, négocier avec les autres la mise en forme d'accords entre les différentes parties qui sont plurielles et n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs et les mêmes finalités. Une école dans sa société et la société avec son école. Oui. Merci Bernard Delvaux. Cinquième thème, il est temps de l'ouvrir maintenant, c'est l'insertion professionnelle. Pensons un peu aux jeunes étudiants qui vont demain enseigner. Eh bien, c'est à eux que l'on pense maintenant, l'insertion professionnelle des enseignants débutants. L'école maintenant a beaucoup de missions, doit faire beaucoup de choses et qu'un enseignant seul dans sa classe, il peut pas affronter tout seul. Il a besoin des autres, il a besoin effectivement de plus âgés qui vont peut-être pouvoir amener certaines pistes. Il a besoin d'autres partenaires, il a besoin de ses collègues. Et je pense que pour donner, je vais dire, un sens, encore une fois, dans l'école dans laquelle on est, dans laquelle on habite, j'ai presque envie de dire, et on a besoin de construire un projet ensemble. Et là, on a quelque chose qui devient cohérent, quelque chose pour lequel on a envie de se dynamiser, de se mettre en mouvement, en fin de compte. J'ai besoin de parler de ce que je vis, j'ai besoin de dire ce que je sens, et j'ai besoin aussi parfois d'entendre ce que des autres vivent et ressentent. Le problème, c'est que, on le dit souvent, il n'y a pas plus hypocrite qu'un professeur. Et ça, c'est pas facile. Parfois, les anciens oublient qu'au début, ils trimaient. Et donc nous, quand on arrive et qu'on trive, on dit « Ah, il ne s'en sort pas ». Donc c'est difficile d'avouer aussi ses faiblesses à quelqu'un, sachant que ça peut être répété à la direction. Nous, quand on rentre dans une école, on dit « Moi, je veux avoir du travail, je veux me nommer, je veux avoir une place sûre, certaine ».
Et on a parfois un petit peu peur qu'en demandant de l'aide, c'est appeler au secours et c'est dire « Ah, mais t'es pas capable de… » C'est délicat. Hein. À un moment donné, je pense qu'il n'y a pas de problème à savoir dire « Moi, je n'en sors pas. » Parfois, moi, je n'en sors pas, je souhaite peut-être essayer autre chose. Voilà, moi, j'aime bien des personnes qui savent se positionner comme ça, parce que vous avez d'autres enseignants qui disent que ça va bien alors que ça ne va pas bien. Et là, c'est plus compliqué de pouvoir essayer de résoudre ces problématiques-là. Là où le bas blesse, c'est que toutes les écoles ne sont pas les mêmes. On ne fait pas le même métier partout. Mais ça, l'école normale, elle ne prépare pas très bien à ça. Les premiers moments de la vie professionnelle d'un jeune enseignant, Jean Donnet, est-ce que c'est un moment dangereux? Est-ce que ça passe ou ça casse? Qu'est-ce qu'on doit faire, mettre en route pour que ça se passe bien? Nous sommes au cœur finalement de ce projet École-Famille qu'on vient d'entamer ensemble. Et je dirais que l'insertion professionnelle, d'abord, ce n'est pas seulement un problème belge. Je dois dire qu'on trouve ça aussi en France. On trouve ça curieusement aussi au Québec, que je connais bien. Et donc cette question-là, elle est très complexe parce qu'il y a d'une part sans doute tout ce qui est en amont au niveau de la formation, on en parlera peut-être encore, mais ce fameux chaînon manquant dont on parlait aussi tout à l'heure, mais il y a surtout tout ce qui concerne l'accueil. Quand ce jeune prof arrive dans l'école, comment est-il accueilli? Donc les premiers moments, puis il y a le maintien aussi sur la tâche. Et comment est-ce qu'il va être accueilli dans l'équipe? On a dit tout à l'heure, pouvoir dire à l'autre si ça va ou si ça ne va pas. Comment est-ce que l'équipe éducative va accepter ce jeune qui a des questions, qui a des demandes, etc. Et ce jeune-là aussi, bien sûr, quand il demande quelque chose, qu'il demande des conseils ou des pistes de solutions, il se fragilise puisque il dit il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce qu'on ose le dire? Donc le problème de... Et puis, troisièmement, je pense qu'il y a aussi une question très importante qui est que dans quelles conditions ce jeune va-t-il être placé pour être ce que moi j'appelle être un cré-acteur? La professionnalisation d'un enseignant, c'est comme d'ailleurs dans tous les métiers, c'est avoir un espace de cré-action. Est-ce que je vais pouvoir faire des choses qui sont de moi? Et on en parlera sans doute aussi tout à l'heure, alors qu'il y a des règles fonctionnement. Et c'est aussi une chose très importante, préparer ces jeunes à décoder. Quand notre jeune tout à l'heure disait « une école n'est pas l'autre », ça veut dire que le métier dans une école n'est pas le même que dans l'autre. Donc arriver à décoder le fonctionnement d'une école. Quelles sont les règles explicites et implicites de fonctionnement de cette organisation? Et là, quelque part, le chef d'école, la direction d'école, l'équipe de direction ou le directeur ou la directrice joue un rôle quand même fondamental dans l'accueil et l'accompagnement sur le terrain. Ah ben, ça tombe sur les épaules de Bernadette Morse, puisque elle est directrice d'une école. Alors, modestement, vous êtes sensible à cette notion de l'accueil des jeunes enseignants chez vous. Comment ça se passe? Mais très certainement, parce que le jeune qui arrive, il sort de l'école. Il y a plein de choses qu'on apprend à l'école, mais quand on est sur le terrain, on réalise que c'est quand même autre chose. Il y a les parents aussi qui sont là. Comment est-ce qu'on leur parle? Animer une réunion de parents, c'est pas évident. Un jeune qui arrive, c'est quelqu'un qui est en général plein d'enthousiasme, qui a envie, qui sourit, et il faut pas perdre cette petite flamme qui est là. Et le découragement peut vite arriver, surtout en début comme ça. Mais l'accueil est terriblement important. Il se fait avec l'équipe. Un jeune n'est jamais seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire passer. Un enseignant ne peut pas être seul dans une classe. Si les portes sont fermées, c'est là qu'il y a des choses qui vont être difficiles pour lui. Apparemment, c'est important, cette notion de solidarité. L'enseignant qui dit « je me sens tout seul, je ne sais même pas où aller frapper pour être aidé, conseillé », ça, vous êtes vraiment important. À ce niveau-là. Et à l'école chez nous, on a il y a les concertations, elles sont dans toutes les écoles, mais les concertations sont vraiment au cœur d'un travail où on se réunit et on peut venir déposer. C'est un lieu où j'ai un problème dans ma classe,
je n'en sors pas et on peut ne pas en sortir, mais oser le dire, voilà, je n'en sors pas, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Eh bien, ces moments-là, ils sont institués dans l'école, ils sont terriblement importants. Des concertations par degré, donc l'équipe maternelle qui se réunit, les professeurs de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, le fait que la direction participe à toutes les concertations, elle crée les liens. Et les liens, c'est la continuité et c'est l'écoute des difficultés qu'on rencontre. Et puis, il y a une fois par semaine une concertation avec toute l'équipe. Et là aussi, savoir avec qui on travaille, à qui je peux venir frapper si je n'en sors pas. Ça, c'est indispensable. Est-ce que vous avez le sentiment que cette politique d'accueil que vous menez paye? Oui. Ah oui, là, en général, après, on a le retour des enseignants qui viennent. Qu'est-ce que je me sens bien, je suis... Même si c'est difficile, on peut venir pleurer. On peut, voilà, on peut dire ça ne va pas et on va reconstruire. C'est pas un échec, c'est pas parce qu'à un moment donné on n'en sort pas que c'est la catastrophe. Non, on va y aller ensemble. Et bon, la direction, c'est aussi aller en classe. C'est aussi aider là dans la classe. C'est aller à la première réunion de parents pour aider cette enseignante qui démarre. C'est accepter de se lancer. Et on n'est pas tout seul. Il y a besoin de sécurité. Et la sécurité, c'est à la direction à la donner. On va retenir sûrement l'une ou l'autre piste. Alors, Élise Raskin, jeune enseignante. Oui. 2 expériences, une bonne, une moins bonne. On commence par laquelle? Bon, on va commencer par la moins bonne pour terminer par une touche positive. C'est dans l'esprit de Télévision du Monde. Voilà. Merci. Donc, lors de ma première année d'enseignement, voilà, j'ai postulé dans une école, j'ai été engagée tout de suite, sans rechigner, donc j'étais contente. Premier jour, le responsable de degré veut me présenter à l'ensemble de l'équipe et donc me conduit vers la salle des profs. Alors il ouvre la porte, il dit « Bonjour, voilà, je vous présente Madame Raskin, nouvelle prof de langue. » Et là, personne ne se retourne. Ah oui, donc... et alors il m'a regardé un peu gêné, il me dit « Ah oui, t'étonnes pas, c'est normal. » Donc j'étais contente que la cloche retentisse parce que tout ce que je voulais, c'était partir et aller retrouver les élèves. Donc ça, c'est pour le moins un mauvais accueil, voilà, un accueil raté. C'était déjà très, très froid. Donc j'ai attendu quelques jours, je me dis je vais leur laisser le temps, peut-être que c'est parce qu'une nouvelle, peut-être que je remplace quelqu'un qu'ils aimaient bien. Donc j'ai attendu quelques jours avant d'aller parler avec mes collègues proches. Et quand je leur ai demandé si on pouvait collaborer, si on pouvait travailler ensemble, s'ils pouvaient répondre à mes questions, vu que je commençais, que je ne connaissais rien à l'école, on m'a répondu ici c'est chacun sa popote. Oula. Bonjour la solidarité. Voilà, donc on est un peu dans le contre-exemple de ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Hein, donc deuxième claque, on va dire. Et puis alors, troisième chose qui m'a vraiment perturbée, c'est que j'ai essayé d'en parler à la direction et qu'on m'a répondu oui, c'est comme ça ici. Bon. On ne donnera pas le nom de l'établissement, on ne veut pas avoir d'ennui, mais bon, qu'il y a des choses à bouger, hein, sûrement. Voilà, donc première expérience très difficile. Oui. Bon, voilà, je ne vous cache pas, dès que j'ai pu partir de l'école, je suis partie. Non pas à cause des élèves, parce qu'ils étaient vraiment chouettes, ils m'ont fait une fête d'anniversaire, heureusement qu'ils étaient là, parce que c'est ce qui m'a aidé à tenir, mais à cause de cette ambiance malsaine et de ce rejet total de la part des collègues de langue proches. Maintenant, deuxième expérience, beaucoup plus positive. En quelques mots, si vous voulez bien, parce que le temps passe. Oui, voilà, quand j'en parle, en fait, ça me semble tout bête, mais c'est des collègues qui sont là, qui accueillent, qui demandent si on n'a pas besoin d'aide, qui conseillent, et une direction qui s'intéresse toujours à son nouvel enseignant pour savoir s'il se sent bien dans l'école, s'il a tout ce qu'il faut et comment il vit cette année dans l'école. Avec nous, il y avait aussi Norbert Jacquinet, conseiller pédagogique, et vous avez réfléchi sur cette notion de tension qu'il y a chez ce jeune professeur, instituteur. Quelles sont ces tensions? Il peut y avoir des tensions, il n'y en a pas nécessairement chez tous les enseignants, mais il peut y avoir une tension en différents éléments. La formation initiale tout d'abord, ensuite le projet professionnel, l'identité professionnelle naissante, la raison pour laquelle à un moment donné on a envie de devenir prof, puis la culture de l'école dans laquelle on atterrit, et puis parfois aussi les programmes, ce qu'on appelle le prescrit légal. Alors parfois il n'y a pas de problème, mais parfois il y a des tensions entre ces choses-là. Pour prendre un ou deux exemples, il peut y avoir des tensions
par exemple, entre la façon dont on m'a enseigné qu'il était bon, la façon dont on était amené à gérer la discipline en formation initiale, et la façon dont cela se vit, se déroule dans la culture de l'établissement dans lequel je donne cours. Ou bien moi je rêve d'une façon de gérer la discipline et je me rends compte que la façon dont les choses sont organisées dans l'école ne me rend pas possible la façon de l'organiser comme je pourrais le rêver. Donc il y a des tensions entre ces différents éléments et le travail d'un conseiller pédagogique, c'est d'aider justement le jeune enseignant, l'enseignant débutant à essayer de gérer ces tensions-là en évitant peut-être de se réfugier exclusivement dans un de ces points de tension. Probablement aussi parce que ce jeune enseignant doit exister, il doit devenir lui, tout à fait, enseignant. Donc c'est aussi et donc un travail à faire. Le danger serait qu'il se nie lui-même, donc ça ce serait son identité professionnelle naissante, qu'il se nie lui-même pour se réfugier exclusivement dans ce qu'on appelle le prescrit, ou se réfugier dans la culture de l'école, c'est-à-dire ne plus exister lui-même, mais être ce qu'il perçoit que l'école souhaiterait qu'il devienne. Très bien. Il est temps malheureusement de conclure tout doucement ce thème-ci, l'insertion professionnelle des jeunes enseignants. J'en donnais les pistes quand même. On ne peut pas se quitter sans évoquer des pistes et les mots-clés. Les pistes, moi je dirais que au niveau de la formation initiale, il y a sans doute un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en considération. Norbert vient d'en parler, la création identitaire. Et cette création identitaire se fait aussi en entrant le plus rapidement possible sur le terrain. Et donc apprendre aussi des autres, dans un contact au niveau des équipes, ne pas avoir peur de montrer ses faiblesses, se fragiliser. Mais ça implique de ce point de vue-là que l'équipe, qu'il ait confiance dans l'équipe dans laquelle il entre. Et je dirais la piste, accompagner le jeune enseignant dans sa création. Tout professionnel qui n'est pas créateur s'ennuie. Si je veux être un professionnel, je veux être quelque part un créateur dans mes situations de travail. Bernadette Morse, 2 mots-clés? 2 mots-clés, je dirais ouvrir ses portes et savoir qu'on n'est pas tout seul et oser aller déposer quand on a un souci. Il y a toujours derrière une difficulté de quoi en sortir. Et pour ouvrir les portes, il faut la bonne clé. Oui. Je dirais l'accueil. C'est essentiel pour moi. La notion d'accueil, voilà. C'est le mot-clé? Oui. Très bien, merci. Norbert Jacquinet? 2 choses. Post-formation, on parle beaucoup à l'heure actuelle de l'augmentation de la durée de la formation initiale en école normale. Je rêverais d'un système où, après 3 ans, le jeune enseignant pourrait déjà commencer à donner cours et se retrouverait sur les bancs de l'école normale pour un demi-horaire par exemple, et puisse à ce moment-là rencontrer différents acteurs, les acteurs de formation initiale, des conseillers pédagogiques et aussi des professeurs de terrain. Un 2e mot-clé serait la gestion de tension, comme j'essaie de le dire tout à l'heure. Merci. Il est temps de retrouver maintenant nos candides. Souvenez-vous, il y a 2 jeunes enseignants, il y a des parents qui étaient derrière nous dans ce studio et qui ont noté tous ces mots-clés. Et à leur manière, nous allons leur demander de clôturer cette émission avant de vous saluer. On aménage le plateau, on envoie un petit jingle et on retrouve ces invités de dernière minute. On va commencer avec Pascal Lamberti, qui a le statut de maman. Moi, les mots-clés que j'ai retenus, c'est l'acceptation des différences. Où nous sommes, l'école est très bien, mais avec plusieurs cultures, plusieurs élèves de milieux différents, avec leur vécu différent, leur état différent. Et je trouve que les nouveaux professeurs n'ont pas assez... c'est pas une généralité, c'est mon vécu à moi personnel. Les nouveaux professeurs n'ont pas, ou difficile à accepter la différence de tous les élèves. Et
l'autre mot-clé, enfin moi, ça je le ressens fort, et je trouve aussi qu'entre eux, il n'y a pas assez de dialogue. Si ils se parlent au conseil de classe ou d'un élève à l'autre, ils arrivent à se parler, mais entre le conseil de classe, ils n'arrivent peut-être pas à donner un mot-clé à l'autre professeur pour pouvoir gérer peut-être un élève qui passe d'un cours à l'autre. Il est peut-être attentif pour un cours et pas pour l'autre, alors qu'il y a peut-être qu'une petite clé à ouvrir, une petite porte. Enfin, en assistant à l'émission, je me suis aperçue qu'il y avait des clés et qu'il fallait donner la possibilité de pouvoir les utiliser, parce que c'est pas tout d'en avoir, il faut pouvoir les utiliser. Mais j'espère que tous les personnes et tous les acteurs de tous les niveaux arriveront à prendre la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Voilà. Merci Pascal Lamberti. Nous passons maintenant chez Ludivine Pipard. Alors ça, c'est une jeune enseignante. Quels sont les mots-clés sélectionnés, Ludivine? Alors moi j'ai pris le mot passion, tout simplement pourquoi? Parce que le métier d'enseignant pour moi c'est avant tout une vocation. Il faut le faire par envie et c'était mon désir depuis toute petite, tout simplement pour transmettre des valeurs et des connaissances aux générations futures et faire d'eux des citoyens responsables, comme on l'a dit plusieurs fois dans l'émission. L'autre mot c'est le mot respect. Pourquoi? Parce qu'avec mes élèves, j'installe un climat de confiance pour bien travailler et être opérationnel. Et enfin, le dernier mot, c'est professionnalisation. On en a parlé, on est occupé à essayer de revoir la formation initiale des jeunes enseignants. Oui, mais pas n'importe comment. Si c'est pour rajouter des heures de cours et rajouter des stages pour le plaisir de rajouter 1 ou 2 ans d'année scolaire, ça sert à rien. Il faut vraiment penser de manière consciencieuse la formation enseignante. Et je pense qu'une des solutions serait d'ajouter une dernière année et que les jeunes enseignants les futurs jeunes enseignants accompagnent des enseignants pendant une année scolaire, vraiment pour leur donner des outils pratiques, pour les remplacer quand ils sont malades ou des choses comme ça, mais que ce soit utile et pas un peu plus de ce qu'on a déjà. Voilà. Merci, c'est gentil à vous. Mathieu Coll, jeune professeur, quels enseignements tirez-vous de cette émission? Quels sont les mots-clés retenus? Les mots-clés, les 3 que j'ai retenus, le premier c'est le créateur. C'est-à-dire que je pense que pour se sentir bien dans son métier, il faut à la fois créer son cours, créer ses parcours pour se sentir bien, mais il faut à la fois être un acteur, c'est-à-dire devenir soi-même. Je pense que si on vient dans sa classe avec un rôle à jouer, c'est-à-dire le rôle du strict ou le rôle du marrant, je pense que si on n'est pas soi-même, on n'aimera pas son métier. Et donc après quelques mois, après quelques années, on s'en lasse et on part. Donc pour moi, créer ces parcours d'apprentissage et à la fois être soi-même, c'est primordial. Deuxièmement, le sens et le respect mutuel. Je pense que si on ne respecte pas les élèves, à ce moment-là, l'échange n'est pas possible. Il faut que les élèves sentent qu'il y a un respect, de l'écoute. Il faut aussi se respecter soi-même, c'est-à-dire respecter et surtout appliquer ce qu'on leur demande. À ce moment-là, l'échange pourrait être efficace. Et enfin, 3e point, c'est passion et confiance. Il faut avoir confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir trop de confiance, qu'il ne faut jamais se remettre en question. Je pense que c'est important pour pouvoir progresser. Mais il faut avoir confiance en ce que l'on fait. Si on n'a pas confiance dans sa manière d'aborder la matière, dans sa manière d'aider les élèves, je pense qu'on n'y arrive pas. Et donc, avoir confiance, sans oublier de se remettre en question pour pouvoir progresser. Je pense qu'on fonctionne beaucoup par essai-erreur. Si on ne commet pas de petites erreurs au début, on ne progresse pas. Donc il est important, même si on a beaucoup de conseils de la direction d'anciens collègues, il est important de tester par soi-même pour de temps en temps se tromper et pouvoir avoir de l'expérience pour la suite. Un papa, Michel Bernier. Bonsoir. Alors, quels sont vos 3 mots-clés comme papa? Les mots-clés que je tire, tout d'abord, c'est confiance. Dans ce fameux triangle enseignant, parents et l'élève, la confiance doit vraiment être présente dans ce triangle. Et moi, j'ai confiance dans les enseignants. La confiance n'a pas été donnée de suite, un professeur l'a expliqué tout à l'heure. La confiance est acquise grâce au dialogue. Le dialogue veut dire du temps à accorder aux parents, aux enfants, dans un échange constructif. Et donc, la confiance, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la relation entre parents, enfants et enseignants. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je veux souligner, c'est la volonté. La volonté de faire bouger les choses pour le corps enseignant, pour nos enfants. Et là découle le 3e mot, qui est le projet collectif qu'on a cité tout à l'heure, c'est un projet de société. Les enfants qui sont à l'école sont les adultes de demain, c'est notre avenir.
Aujourd'hui, on doit leur assurer quand même quelque chose, un enseignement de qualité, avec des valeurs fondamentales pour apprendre la vie de demain, qui n'est pas facile pour nous, qui sera sûrement peut-être encore plus compliqué, qui sait peut-être. Et je pense qu'aujourd'hui, l'école ne donne pas tous les outils nécessaires. Et ce n'est pas la faute aux enseignants. Et pour terminer, pour conclure sur ces mots-clés, quand j'entends tous les mots-clés qui ont été cités par vos différents collaborateurs, je pense que tous ces mots-clés sera à transmettre d'urgence à nos politiques et qu'il y a du travail sur chaque mot. Et la solution est dans ces mots, je pense. Allez, merci Monsieur Bernier. On fera suivre les mots là où ils doivent aller, mais je pense que nous devons, nous aussi, les traiter. Nous sommes tous acteurs du secteur, dans le secteur de l'école et dans les familles. Nous allons nous quitter bientôt, non sans vous communiquer 2-3 petites choses. On a une foule de monde à remercier. Je ne vais pas le faire ici. On va envoyer un générique avec vraiment du fond du cœur nos plus sincères remerciements pour ces collaborations originales et difficiles. Hein. On a mouillé des plâtres, on a imaginé des choses ce soir à Télévision du Monde. Espérons que nous aurons l'occasion de nous revoir avec des thèmes aussi porteurs et qui concernent les citoyens et le monde associatif. Merci à vous tous, bonne soirée, à bientôt j'espère.